Bonjour mes petits canards anthropomorphes, adeptes d'arts martiaux et bienvenue dans Talk Don't Shoot, votre émission cinéma sur Pacific FM. Aujourd'hui nous sommes en équipe réduite et ce qui ne va pas nous empêcher d'abattre un programme certes classique mais chargé. Pour commencer les news, puis les sorties et enfin la carte blanche aux chroniqueurs. Mais avant d'entamer ce programme somme toute passionnant, laissez-moi vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pendant ces 2 heures. Tout d'abord l'homme qui passe ses vacances à la Cinecittà dans l'espoir d'y croiser le fantôme de Rossellini, c'est Florian. Bonjour Florian. Bonsoir. Le cinéphile qui porte autant d'affection à Takashi Miike qu'à Christopher Nolan, c'est Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et également l'homme qui traîne dans les méandres des internets pour y pêcher les pires immondices qu'il nous livre avec délectation, c'est Camille. Bonjour Camille. Bonjour. C'est parti, vous êtes sur Pacific FM, il est 17h01, vous écoutez Talk Don't Shoot et on passe tout de suite aux news. When you have to shoot, shoot, don't talk. Bon alors, avant de passer aux news, il faut que je dise un petit truc, parce que j'avais promis aux auditeurs, ainsi qu'à Camille, que si on atteignait les 100 likes sur la page Facebook, je gaybisais le générique du Bizarrium. Bon bah je l'ai en stock, hein, du coup je vais devoir vous le passer. Mets-nous ça tout de suite. Voilà, bon bah voilà, comme ça ce sera fait. Alors on n'aura pas de Bizarrium aujourd'hui, parce que Camille t'as pas eu le temps de faire le ce sera pour la prochaine. Mais voilà, au moins on aura le générique avec Gabe, donc je vous envoie ça direct. Je reviendrai en force. Vous écoutez Pacific FM. Ouais, j'espère que t'apprécies. Hein. Est-ce qu'on peut le garder? Alors on pourra le garder, je pense, pour les peut-être pour tes prochaines chroniques. Oui, j'avais gardé un petit étranglement de chien à la fin. Donc, comme quoi, en fait, c'est super chiant à faire. Hein. Je me suis rendu compte. Donc, les mecs qui font ça, c'est vraiment super balèze. Imagine qu'eux, ils font ça sur 3, 5 ou 10 minutes. Hein. Ouais, non, ouais, bon, c'était pour la petite blague. On va tout de suite passer aux news. Et on va commencer par la première. Lors du Comic-Con de San Diego, Marvel a annoncé la phase 4 de son MCU avec pas moins de 5 films et 5 séries qui arriveront entre 2020 et 2021. Alors, est-ce que ça vous emballe, ça vous emballe pas? Sylvain, est-ce que t'es comme moi? Est-ce que t'en as rien à foutre du MCU? On va dire que je commence à un petit peu en avoir rien à fiche. Ouais. Après, bon, c'est intéressant ou par rapport à quelques nouveaux projets qu'ils ont lancés. Là, j'ai vu ils vont relancer Blade. Ouais, alors c'est pas pour la phase 4, c'est pour la phase 5. Ah bon, alors tu vois, Ouais. Mais j'en ils ont avance. déjà annoncé. Mais voilà. effectivement. Bon, voilà, j'attendrai la phase 5 pour être un petit peu plus hypé. Et là, pas plus que ça, honnêtement. Non, Sylvain, ça t'intéresse? Sylvain, Florian. pardon, Florian, excuse-moi. Oui, ça m'intéresse. Alors peut-être, excusez-moi, un peu comme Sylvain, un peu désabusé, parce qu'on a déjà vu beaucoup de films ces dernières années. Le fait qu'ils vont splitter leur phase 4 entre cinéma et série peut être intéressant. Au sein de ça, c'est vrai qu'on va retrouver dans Thor, un Thor féminisé avec Nathalie Portman qui va reprendre le rôle. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est la résurrection de Blade avec Mustafa Ali dans le rôle, qui est vachement bien. Et... Mahershala. Mahershala Ali, ouais. Pardon. Qu'on a vu dernièrement dans le film Les Routes du Sud. Alors le nom anglais, je ne sais plus lequel c'était. Il a joué dernièrement, c'était Green Book, et puis c'est ça, c'est Green Book, voilà, Green Book, nom et puis anglais, même c'est dans Green le Book. dernier film de Robert Rodriguez, hein, si je ne me trompe, dans Alita, il jouait l'un des méchants. Ah oui, un des robots, oui. Exact. Voilà. C'est vrai. Bon, on va peut-être... Camille, je sais pas si ça t'intéresse, toi, du coup Moi, ce que j'allais dire, c'est que la phase 4, non, pas plus hypé que ça, parce que déjà la 3, je l'ai un peu zappé, en fait.
Ah oui, d'accord. Donc, Donc effectivement, j'ai pas mal de retard à rattraper avant de passer déjà à la 4, et je pense que quand j'aurai rattrapé mon retard, on sera à la 6 ou à la 7, donc... Ok, bah on peut peut-être citer au moins les trucs qui vont arriver. Donc pour les films, on a Black Widow, The Eternals, Shang-Chi, Doctor Strange and the Multiverse of Badness, un nom à rallonge, et Thor Love and Thunder, donc comme le disait Florian tout à l'heure, avec Nathalie Portman qui remplace Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Et pour les séries, on a The Falcon and the Winter Soldiers, WandaVision, Loki, What If et Hawkeye. Alors moi pour le coup, What If c'est vraiment le seul truc qui me botte. Je sais pas si vous avez capté le concept du truc. Si apparemment ça serait qu'est-ce que serait le monde si Superman était né en Russie par exemple. Ouais, voilà, mais c'est un exemple avec DC, mais effectivement ce sera avec les personnages de Marvel. Pour le coup, je trouve que c'est le truc le plus intéressant qu'ils peuvent faire. Et Loki, qui apparemment, comme il se baladerait d'univers en univers, il remonterait dans le temps, etc. On a une espèce de Doctor Who avec Loki. Bon, Oula, à voir. Hein. voilà, on sait pas. Bon, allez, on passe à la suite. L'acteur néerlandais Rutger Hauer est décédé ce 19 juillet 2019. Il était connu pour être l'acteur fétiche d'un certain Paul Verhoeven, mais aussi pour avoir tenu le rôle du répliquant Roy dans le Blade Runner de Ridley Scott. Voilà, donc on lui rend un petit hommage ici. Ouais, c'est triste. Ouais, c'est triste, c'était un grand acteur. Je sais pas si vous avez des trucs ou alors des films à C'est un acteur qui est quand même, voilà, qui a eu une cinématographie quand même très très variée, hein, entre du cinéma d'auteur aux grosses productions à des petits nanars fauchés. Donc voilà, il s'est même aventuré dans le cinéma français avec quand même Gangsterdam, avec Kev Adams. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Il fallait peut-être pas le rappeler, ça. Mais sinon voilà, enfin c'est intéressant. Enfin c'est un super acteur. Voilà, il fait partie de cette caste d'acteurs cultes qui a quand même joué dans énormément de films cultes. Donc forcément son décès va manquer un petit peu au 7e art quoi. Ouais. Mais c'est il a eu une petite période de creux dans les années 90-2000 je crois où il jouait pas mal dans des séries B voire des séries Z. Ah oui, il était là juste pour le nom. Ouais. Mais plus un acteur à gueule à la fin. Ouais. T'as plus employé pour son physique, son charisme, c'est ça, ouais. que son jeu d'acteur. Il a commencé dans une série qui s'appelait Floris, je crois, qui était une série de Paul Verhoeven, donc une espèce de Thierry Lafronde néerlandais de l'époque. Et ensuite, il s'est fait connaître surtout avec Turkish Delice, enfin tous les films. Il y a eu Spitters. Voilà. La Chair et le sang, ça arrivait un peu après, je crois. C'était après Blade Runner. Après Blade Runner, 2 ans après, je crois. Voilà, effectivement, il est le mec qu'on connaît surtout pour sa réplique où il est en slip sur un toit voilà, dans Blade Runner, en boxeur, en faisant une tirade philosophique. Improvisé sur le coup. Est-ce que vous avez des films qui comme ça, le film préféré que vous avez? Je crois qu'on les a déjà tous cités, mais la période de Verhoeven avec Turkish Delight et La Chair et le sang, et puis Blade Runner évidemment quoi. Alors moi, petit coup de cœur quand même sur le film de Richard Donner, Lady Hawk, avec Michel Pfeiffer, qui était un beau conte d'amour quand même, très très beau. Ouais. Et après bon, parce que j'aime le genre et que voilà, j'ai grandi avec ça, Hitcher aussi qui a fait donc là l'un de ses rôles de boogeyman qui aussi voilà là, il a marqué le genre avec ce film. Ouais, bah pareil pour moi, je pense que ce serait Turkish Delight, son premier, voilà, où il donne beaucoup de sa personne. On le voit beaucoup tout nu. Et le deuxième, La Chair et le sang, en plus je trouve que les films sont un peu liés, parce que c'est vraiment aussi l'histoire d'amour avec un principe d'une muse qui rend complètement fou le personnage de Rutger Hauer. Bon. C'est d'accord, ouais. Voilà. On va passer à la news suivante. Ça c'est pour Sylvain. La bande-annonce du deuxième volet de Zombieland a été dévoilée. On retrouve le casting original ainsi que le réalisateur original, Ruben Fletcher. Alors, exact. Donc ça t'a titillé un peu. Ça m'a titillé parce que je trouvais ça rigolo qui est finalement relance ou continue un système de franchise alors que le film arrive 10 ans après l'original. Ah, quand même. Chaque acteur ayant fait son petit bout de chemin de leur côté d'un point de vue cinéma. Certains acteurs sont devenus même plutôt énormes. Donc tous, enfin voilà, Emma Stone qui a quand même depuis aligné des grands films avec de grands réalisateurs. Le casting a pris du galon depuis. Le casting a pris du galon, voilà. Et non, je suis un peu peut-être pas hypé, mais voilà, je serais curieux de savoir s'ils vont maintenir le ton, surtout de l'original. Et que on se retrouve pas encore une fois sur une sorte de symptôme de film de potes pour juste répondre aux fans
mais que le film aura vraiment cette patte un petit peu rock'n'roll, et puis pareil en termes de mise en scène, et que le film se tienne, tout simplement. Film de zombies, parce que c'est toujours pareil, les films de zombies, on en a fait le tour, donc puis là, espérons qu'ils proposent quelque chose d'intéressant. La bande-annonce, ça a l'air d'un peu d'annoncer du plus gros, plus loin, plus fort. La Maison Blanche. La Maison Blanche, voilà. C'est ça. Donc bon, on verra ce que ça donne. Et que ça soit pas caricatural, qu'il s'auto-caricature pas par rapport à l'original. Je partage en tout cas la hype de Sylvain pour le film. Le premier était vraiment très bon, même s'il est sorti quelques temps après Shaun of the Dead, et forcément il tenait plus. Voilà, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais il était pas forcément de poids face à Shaun of the Dead. C'était compliqué, ouais. Mais finalement, c'est deux films différents finalement, avec leur humour propre. Et finalement ça fonctionne parce que aussi de par les personnages. Ah oui, non mais carrément, c'était vraiment pour rappeler la période, mais le premier m'a beaucoup intéressé. J'attends vraiment le 2. Malheureusement on retrouvera pas Bill Murray dedans. On sait pas. On ne sait jamais. C'est pour être drôle. C'est un gros twist. Mais non mais bon j'attends. C'est une curiosité en tout cas. Voilà, dès qu'il sortira, c'est sûr j'irai en salle le voir. Ok, bon, on passe à la news suivante. Également dans les bandes annonces, on a celle du dernier Scorsese qui sera diffusée sur Netflix. C'est The Irishman qui revient avec un casting gros très casting, cher. très gros casting. C'est cher à Scorsese, on les a déjà tous vus dans les films de Scorsese. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez le regarder? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non? Est-ce que le fait que Scorsese aille chez Netflix? Méfiance. Voilà, toujours pareil, grand réalisateur qui rejoint la plateforme Netflix pour un film, en plus avec un gros casting. Faut voir, c'est toujours pareil, on a toujours un petit peu peur du buzz, on a toujours un petit peu peur que Netflix gâche un peu le projet. Après c'est un projet effectivement différent dans le sens où il a mis 2 ans, c'est ça je crois, pour le tournage. Et là aussi il y a quand même des grosses prises de risques par rapport surtout à certains effets spéciaux, d'après ce que j'ai pu comprendre sur le rajeunissement numérique de Robert De Niro. Ouais. Je pense que ça sera surtout utilisé pour des scènes de flashback, mais après faut voir. Après, je connais pas encore en détail qui a scénarisé le film, etc. Mais je pense que ça peut être intéressant. Enfin, Netflix n'est pas connu pour produire une majorité de très bons longs métrages, mais il y a quelques pépites et j'espère que Scorsese tout simplement en fera une, tout simplement. Florian, j'ai hâte. De mon côté, alors j'ai aussi un peu de doute sur ce que sera le film, non pas à cause de Netflix, parce que on en parlait en off, mais j'ai l'impression que Netflix, lorsqu'ils ont un vrai auteur devant eux, les laisse un peu libres, en tout cas quelqu'un de renom. On l'a vu avec Roma, avec Okja. Ouais. Là où effectivement j'ai un doute, c'est sur le côté effets spéciaux, rajeunissement, qui commence à être au point, mais où où l'Uncanny Valley commence vraiment à s'immiscer, et ça peut vraiment, j'ai peur en fait que ça me gâche le film. Ouais. Maintenant, sur la bande-annonce, sur ce qu'on en a vu, en tout cas, ça a l'air vraiment bien d'être tout à fait la patte Scorsese, notamment une scène que j'ai trouvée vraiment intéressante sur deux personnages qui se serrent la main. Il y a vraiment un gros plan sur ces mains granuleuses, tu sens même un peu dangereuses. C'était vraiment intéressant. Après, on attend, c'est quoi? C'est 19 octobre, je crois. Je sais pas, j'ai pas la date. Je ne me souviens plus, mais c'est à la rentrée, ça c'est sûr. Je crois que c'est octobre, c'est ça. Ouais. Automne. Bon, on vous communiquera là-dessus sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. On vous remettra la date. Et puis en plus, c'est le retour de Joe Pesci dans un éternel rôle, je pense, de mafieux. Mais non, voilà, le projet est intéressant. Je sais pas si on a déjà eu un film en dehors de Hit qui réunissait directement De Niro et Al Pacino. Donc ça, je trouve ça aussi c'est intéressant. Il y en a eu un après, il me semble, mais dont j'ai complètement oublié le nom. Oui, pareil, je pense que c'était assez mineur. Ouais. Mais d'ailleurs, en plus, dans Hit, il me semble que les acteurs ne se rencontrent que très très peu. Et je crois qu'ils se rencontrent sur une scène, en fait, la scène de rencontre dans le restaurant, face à face, tout le et monde la scène finale. Fantasmé sur cette rencontre, et finalement, Michael Mann pousse le vice jusqu'à ne pas montrer, ou en tout cas retarder cette scène. Bon, on passe à la dernière news. Au moins, Camille, tu veux peut-être toucher un mot sur le Scorsese? Moi, en fait, j'ai un peu la même appréhension que Sylvain sur le fait que... Rapproche-toi de ton micro, n'aie pas peur. Excuse-moi, mais je suis assez proche pourtant. Sur le fait que ça soit un film sur Netflix et ils sont pas forcément reconnus pour le moment pour la qualité des longs métrages, comme disait Sylvain. Ouais. Donc j'ai juste cette appréhension-là et donc j'attends de voir ce que ça va donner. Après, effectivement, c'est vrai que la plupart des réalisateurs disent que quand ils sont sur Netflix, ils ont au moins la chance d'être
tranquilles et qu'on les emmerde pas sur ce qu'ils veulent raconter, quoi. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Enfin, parfois la vision d'un réalisateur peut justement. C'est vrai qu'un bon producteur, c'est des fois très utile, voilà. mais bon, enfin c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui se barrent chez Netflix pour le coup et qui acceptent de ne pas avoir de sorties salles ou alors des sorties salles, on va dire minimes. Et je crois que The Irishman, en plus, il me semble qu'il est présenté dans un festival. Enfin, il me semble que pour sa sortie, il sera déjà présenté dans un festival. J'ai pas trop creusé le sujet, pour être honnête, mais je pense qu'éventuellement, ça serait intéressant. Enfin, je sais pas si sur grand écran, voilà, c'est toujours pareil. Certains films de Netflix, on aurait adoré les voir sur grand écran. Ah bah Roma typiquement. Voilà. Ah ouais, Roma, c'était vraiment un film à voir sur grand écran. Ouais. Voilà. Bon. Okay. On passe à la news suivante. Alors, Michel Hazanavicius, connu pour être le réalisateur des OSS 117 et du Grand Détournement, prend la tête de la FEMIS, l'école de cinéma française. Florian, je sais que tu voulais en parler un petit peu. Tu trouves ça intéressant que ce soit un mec comme Hazanavicius qui se retrouve à la tête de cette école ? Oui, je trouve ça intéressant parce que la FEMIS, typiquement, école parisienne très connue, est surtout connue pour former en tout cas ces éléments sur la base idéologique de la nouvelle vague. C'est vraiment un cinéma qui se refuse à l'artifice, qui est très posé. De mon humble avis, c'est aussi un des déficits de notre cinéma français parce que de pas avoir su passer après la nouvelle vague et de oui, effectivement, oui, parce que c'est justement ça que je trouve intéressant dans l'histoire du cinéma, c'est que la nouvelle vague donne un vrai coup de pied dans la fourmilière qui inspire un énorme panel de réalisateurs. C'est ce qui donne naissance au nouvel Hollywood, sauf que nous on est resté là quand le cinéma américain et bien d'autres cinémas se sont inspirés de ça pour pouvoir vraiment renouveler leur cinéma. Je pense qu'on reste dans une nostalgie un peu trop appuyée et j'ai envie, en tout cas, je suis pute mais j'ai envie que Hazanavicius, qui a un style très particulier, puisse donner lui à son tour un coup de pied dans la fourmilière de la FEMIS et que ça puisse peut-être d'ici une dizaine d'années porter ses fruits, qu'on retrouve des réas avec une patte beaucoup plus ancrée et plus moderne. Ouais, voilà. Et on va peut-être faire une rapide explication pour les auditeurs qui ne savent pas forcément ce qu'est la nouvelle vague française. C'est des réalisateurs qui... C'est un peu dans la continuité du néo-réalisme italien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les cinéastes sortent des studios et ils ont la capacité technique de pouvoir filmer en extérieur, etc. Et la nouvelle vague française vient surtout d'un mouvement qui s'est formé avec un cahier critique, c'était les cahiers du cinéma, qui avait été créé par André Bazin, qui était un critique. Et il y a beaucoup de critiques qui sont devenus réalisateurs par la suite. Donc on a Truffaut, Godard, etc. Voilà, et qui ont formé vraiment cette école du cinéma pris sur le vif. Une autre manière de raconter tout simplement son histoire. On n'a plus du tout les trames habituelles des films. Par exemple, si on le compare, souvent on le compare aux classiques hollywoodiens de l'époque, qui sont des films qui sont très très ancrés, très studio. Pour Stanley Donen. Et donc donc c'est ça la nouvelle vague italienne. Mais alors ce qui est la nouvelle vague française, pardon. Ce qui est rigolo, c'est que malgré tout, Hazanavicius a fait dernièrement un film sur Jean-Luc Godard qui s'appelle Le Redoutable. Voilà. Et comme on en parlait également en off, le Redoutable, c'est à la fois une déclaration d'amour à Godard. Bon, pour ma part, je l'aime pas beaucoup, mais je comprends qu'on puisse lui redonner du Tu n'aimes pas Godard ou tu n'aimes pas le film ? Non, j'aime pas Godard. Ah d'accord. Par contre, le film, justement, c'est vraiment ça que j'aime. Il va se faire huer. La nouvelle vague, c'est de la merde. Ouais. Oh non, je plaisante. Je ne participe pas à ce débat. Non, Melville fait partie de mes réas préférés. Il a effectivement réalisé Le Redoutable, mais comme on se le disait en off, ce qui est intéressant dans Le Redoutable, c'est que c'est à la fois un respect de ce qu'était Godard à l'époque, mais aussi de ce qui était dans toute son absurdité. C'est pas un film qui prend au sérieux Godard de A à Z. Il le respecte effectivement, mais Godard dans tout son être, dans son côté colérique. Il le caricature pas. Ah oui, non, pas du tout. L'acteur, d'ailleurs, j'ai oublié le nom de l'acteur qui incarne. Voilà, il est très bon dans ce rôle. De la comédie française. De la comédie française. Ok, bon, on a fait le tour des news. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, ça va. Non, bon c'est bien. On va faire tout de suite une petite pause musicale avec le titre This is the Time de Nothing More et on revient tout de suite après pour les sorties salles. When you have to shoot, don't talk.
everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Bon, visiblement, ça fait encore bouger les têtes, hein, malgré tout. Ça fait des petits frissons aussi. Ouais, je balance, Sylvain nous a fait une Maria Carré des premiers jours, c'était génial. Bon, vous n'êtes probablement pas au courant, mais un remake live du Roi Lion est en ce moment au cinéma. L'acharnement de Disney à remaker ses vieilles et moins vieilles franchises afin de les vendre comme des bidons de lessive ne trouve visiblement aucun frein, et ce n'est pas le succès de ce dernier opus qui nous dira le contraire. Après le livre de la jungle, Dumbo, Aladdin, c'est au tour du film de 94 de subir un ravalement de façade, le tout réalisé par le ramasseur de copies Jon Favreau, et au casting on retrouve Donald Glover, James Earl Jones, Seth Rogen et tant d'autres. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du Roi Lion ? Eh ben, on l'a pas vu. Voilà, nous n'avons pas vu le film. Voilà, il y a que moi qui ai vu, hein, parce que visiblement personne n'a eu le courage d'aller voir ce chef-d'œuvre. Eu le courage ou l'envie, tout simplement. Bon, on va pas s'attarder sur le film, c'est vraiment pas très intéressant. Pour ma part, je dirais que c'est un film arrogant et feignant. Feignant parce que concrètement, dire que Jon Favreau est réalisateur sur ce film, c'est quand même une grosse blague, puisqu'il reprend plan par plan ce qui a été fait pour le film de 94. Et arrogant parce qu'il y a quand même des brouettes de pognon qui ont été balancées dans ce truc, c'est que ça en devient indécent. Le film est particulier en plus parce que même si on aimerait aller dans la salle en se disant on va oublier l'original, en se disant bon allez, on oublie le film qu'on a aimé pour essayer de vivre une autre expérience, en fait on peut pas parce que le film nous le rappelle toutes les 2 minutes. Il nous le rappelle à l'esprit puisqu'il est vraiment à la virgule près, au mot près. Enfin, je pense que si vous connaissez le Roi Lion, vous pouvez finir les phrases du film sans problème. Voilà, donc ça a vraiment pas grand intérêt. Du coup, on va pas faire des plombes là-dessus. On va peut-être surtout parler de la stratégie Disney et puis surtout si vous avez des questions à me poser sur le film. Alors sur le film, non. Mais je trouve que cette sortie et également celle de Aladdin est assez symptomatique d'un cycle qui est souvent récurrent chez Disney. C'est qu'il passe par des décennies où l'inspiration est vraiment là, où ils peuvent sortir des chefs-d'œuvre. Derrière, t'as une vraie fuite des auteurs, ou en tout cas un manque de confiance accordé aux auteurs. Et tout est vraiment jeté sur le commercial. Ici, le fait de refaire La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, j'ai l'impression qu'il va refaire le livre de la jungle. Oui. D'ailleurs, des réalisateurs. J'aurais préféré l'oublier, mais effectivement. Et oui, ils l'ont fait. J'ai l'impression que Disney en ce moment est vraiment aussi avec le rachat de Marvel qui date déjà de quelques années et de la Fox, d'essayer de s'asseoir en tout cas sur Hollywood, même dans ces basses années, pour pas perdre trop de fric, mais clairement là après le Pardon, excusez-moi. Faut le dire, c'est pas que je parle. Hein. Tout part en couille, c'est n'importe quoi. Non, désolé, on appelle ça de la censure. J'ai ripé sur la souris. Et je pense que Disney a ripé sur la souris. C'est ça, voilà. C'est ça, oui. Voilà. Non, mais oui, du coup, effectivement, pour finir, j'ai peur malheureusement qu'on soit dans une mauvaise décennie, en tout cas artistique pour Disney. Même si certains auteurs, en tout cas chez Pixar, restent encore en place. À voir avec le temps, mais j'espère en tout cas qu'ils vont arrêter de s'enfermer dans ce que fait Marvel, dans le rachat de la Fox, et qu'on va retrouver en tout cas ce qui a pu faire rêver énormément de générations chez eux. Ouais. On proposer juste quelque chose de nouveau, quoi. Parce que là, en fait, ils sont vraiment dans un système de recyclage complètement à outrance, mortifère. Et le truc, c'est qu'en plus, je pense,
ayant vu certains entre guillemets remakes de leurs anciens dessins animés, il y a du mal à trouver vraiment de véritable qualité en fait. Il y a aucune plus-value. La Belle et la Bête, j'ai trouvé ça super plat. Le livre de la jungle, justement, voilà, je ne suis pas allé voir justement Le Roi Lion pour les mêmes raisons qui m'ont fait que j'ai pas vraiment aimé le livre de la jungle. Surtout que là, c'est poussé vraiment à son point culminant en termes d'absurdité, hein, pour ce qui est de refaire quelque chose, parce qu'à la limite, dans les autres, il y avait à peu près des choses qui pouvaient varier. Là, je vous jure que c'est, on en reparlera après, mais là, c'est vraiment exactement la même chose. Camille, tu veux peut-être dire quelque chose? Je sais pas si... Oui, moi j'allais parler en fait de Disney qui allait ouvrir sa plateforme un peu concurrente de Netflix. Ouais, Disney+. Voilà, Disney+, et je me demandais justement si on n'allait pas avoir un peu un effet comme sur Netflix où on aura plus de liberté justement sur ce qu'ils vont nous proposer et que c'est là-dessus qu'on va retrouver peut-être des créations qui seront plus originales et avec peut-être plus de qualité et de... Alors, Disney Liberté... Tu es optimiste. Oui, je suis très optimiste. Par contre, effectivement, Disney+, en tout cas au tarif annoncé de 7,99€, avec la puissance, le catalogue qu'ils ont derrière, ça peut être très intéressant. Déjà les premiers catalogues annoncés là. Ouais. D'ailleurs de Jon Favreau là, l'adaptation, donc voilà, le développement de l'univers de Star Wars là avec Mandalorian. Voilà, celui-ci voilà. Je sais plus. Mais... Et c'est pareil, c'est une série apparemment qui a coûté relativement cher. Faut voir, voilà, ils vont exploiter une autre partie de l'univers, une autre mythologie Star Wars, ça peut être intéressant, mais bon, c'est toujours pareil, c'est exploiter déjà des contextes déjà éculés, utilisés sur plusieurs sagas. On est quand même dans une situation qui est inédite et qu'on n'a jamais vue dans le monde des studios hollywoodiens, c'est-à-dire là Disney ont une hégémonie quasi totale. Il reste qui en face plus grand monde, Warner Bros qui essaye de tirer son épingle du jeu. Là, avec le rachat de la Fox, là c'est encore plus. C'est quand même assez dingue. Et le pire, c'est que on pourrait faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Hollywood dans les années 50-60 par exemple, où à un moment donné les studios n'arrivaient plus à proposer, puis il y a eu l'arrivée de la télé effectivement, et du coup les gens se sont désintéressés de ces super grosses productions. Mais là visiblement c'est pas le cas, c'est-à-dire que je regarde les gens autour de moi, ils ont l'air ravis qu'on leur ressorte les mêmes choses encore et encore et encore et encore. Beaucoup sur le sentimental. Et ça fait des cartons d'audience, c'est quand même assez dingue. Comme dit Cam, voilà, il joue à fond sur la corde de la Madeleine de Proust, là, voilà, c'est la nostalgie, et ça fonctionne aussi pour les nouvelles générations. Voilà, effectivement, les anciens Disney datent quand même de quelques décennies, on va dire, et beaucoup de cette nouvelle génération n'a pas découvert cette époque du dessin animé made in Disney. Et là, malheureusement, ils se réapproprient, réadaptent leurs classiques, mais à mon avis, moi, pas de la bonne manière. Je prends l'exemple du Roi Lion, de La Belle et la Bête, etc. Mais c'est quand même des films. Je pense que tu les montres à des gamins aujourd'hui, je vois pas en quoi ils peuvent s'ennuyer devant. Parce que le principe d'un remake, c'est quand même de remettre au goût du jour des choses un peu vieillottes ou d'essayer de le remettre dans une version moderne. Moi, je vois pas en quoi tu peux moderniser le Roi Lion dans son discours, même graphiquement. Enfin, j'ai pas l'impression que ce sont des choses qui aient vieilli. Et graphiquement, la sortie des Blu-ray il y a quelques années, c'était une refonte totale des films. Il n'y a pas une mise à jour technique, mais le fait de les proposer dans une résolution vraiment adaptée à nos écrans et à un vrai master, c'était de nouveaux films. Hein. Et ressorti en salle aussi à l'époque, non? Ressorti en salle aussi, ouais. Mais surtout, quand on y perd justement avec ce passage à la 3D, autant quand on était sur l'animation, on avait les expressions, des visages, des animaux qui étaient vraiment très marqués. C'est ça qui fait peur, qui m'a fait peur par rapport au Roi Lion, effectivement. C'est que le dessin animé d'origine est excessivement expressif. Ils ont réussi à adapter, des expressions un peu humaines sur les visages animaux. Là, j'avais peur à la vision, c'est ce que j'ai critiqué par rapport au livre de la jungle, hein. C'était déjà la même chose, le livre de la jungle, très très peu d'émotions. La seule émotion était dégagée par le seul personnage humain du film, le gamin, Mowgli. Mais sinon, petite parenthèse, j'ai préféré le parti pris d'Andy Serkis sur le Mowgli de Netflix. Ouais, très très bien. Alors, beaucoup en tout cas, je défends ce film. Abouti techniquement, mais qui est une vraie relecture du film, tout du moins de l'histoire du livre de la jungle. Peut-être plus proche du roman original. Ouais, totalement plus proche. Alors, pour le coup, tu vois, ta remarque, Camille, moi, pour avoir vu le film, c'est vraiment la chose qui m'a marqué, parce que autant quand tu vas voir un film Disney, de manière générale, que ce soit un Marvel, que ce soit un Disney Live, il y a toujours
toujours ce truc où tu te dis, bon, enfin moi c'est ce que je me dis personnellement, le film va pas être terrible, mais au moins je vais voir des choses impressionnantes techniquement, etc. Et là en fait, il y a cette balance entre photoréalisme et anthropomorphisme qui est complètement incohérente et qui dessert complètement le propos du film. C'est-à-dire que tu te dis à un moment, j'ai l'impression de regarder un reportage National Geographic avec des gens qui font des voix derrière les lions. Donc en fait, le truc devient complètement stupide dans le problème. Les lions n'ont aucune expression. Enfin, ça devient vraiment abrutissant. Je vais prendre un exemple plutôt clair. Je sais pas si vous vous rappelez du film de 94. Il y a une scène à un moment donné où il y a Nala et Simba qui sont en train de se chauffer un petit peu comme ça, tu vois, dans la jungle, tranquillou. Et à un moment donné, il y a Nala qui lui fait un regard, tu vois, genre c'est bon, vas-y, maintenant tu peux me pécho. Et tu le vois sur le truc, tu vois. Le fameux regard bite. Le fameux regard où tu te dis et elle te dit c'est bon, elle lui fait une petite lèche. Tu fais bon, ok, ça marche. Parce que tu t'as vu son petit regard coquin. Là, tu vois, dans la version, tu te dis s'il a pécho maintenant, ça ressemble à une agression sexuelle, tu vois. Donc c'est pas très MeToo de la part de Disney. Je vais prendre un autre exemple. Si tu prends La planète des singes, par exemple, qui est un autre film qui utilise le photoréalisme, quand ils ont fait les yeux de César, donc qui est le singe qui est interprété par Andy Serkis, ils se sont dit, si on veut avoir une attache émotionnelle avec le public, on va devoir changer les yeux et lui donner des yeux humains plutôt que des billes toutes noires. Et c'est la grande force du personnage de César dans ces films. C'est qu'au bout d'un moment, tu oublies que ce sont des singes et tu vois de véritables personnes. C'est ça qui marche à fond, quoi. Ouais. Bon, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. Franchement, de toute façon, je vais vous dire quoi. N'allez pas le voir, c'est trop tard. Vous avez déjà été le voir. Mais si vous n'y avez pas été, les Blu-ray existent dans toutes les Fnac, dans tous les Auchan, tous les Deleuze de France et de Belgique. Allez l'acheter, hein. Ouais, carrément. Je parle du dessin animé original, hein. Ouais, carrément, parce que celui-là ne sert concrètement à rien, quoi. Et sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est, je pense sur YouTube, il y a un artiste 3D qui s'est amusé justement à reprendre les images du Roi Lion, du nouveau film de Disney, mais en y collant les expressions du dessin animé. Ouais, j'ai vu ça, c'était vachement bien. Notamment pour Scar, qui est méconnaissable dans les images que j'ai pu voir du film live. Ouais, c'était vachement bien. Bon, c'est tout, on a fait le tour, on va peut-être passer à quelque chose de plus intéressant. Oh que oui. Allez, c'est parti. Et c'est très joli. Encore. Et c'est très joli. Encore. Bien, on quitte la savane africaine pour un trip pagan en Suède qui d'habitude nous ravit avec ses grandes blondes, le groupe ABBA, ses baignades dans les lacs gelés ou encore les Chris Prolls. Et pourtant, aucun de ces clichés n'apparaît dans Midsommar, film baf qui ne laissera personne indifférent. Et on écoute la bande-annonce. I'm sorry. I invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through. Christian says you've got this special week planned. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah. What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come.
Ça donne envie d'y retourner, hein. Totalement, ouais. Le film est réalisé par Ari Aster, dont c'est le deuxième long métrage après Heredity. Et au casting, on retrouve Florence Pugh, Will Poulter, Jack Raynor ou encore William Jackson Harper. Alors autant vous le dire tout de suite, toute l'équipe est sortie lessivée de la séance. Et pour en parler plus en détail, je vais donner la parole à Florian qui a beaucoup apprécié le film. Et je pense que c'est un euphémisme. C'est vrai d'ailleurs qu'on l'a sur les 4 présents ici, on l'a vu à 3, donc avec Sylvain et Guillaume. Camille l'a vu un peu plus tard hier soir, je crois. Genre ça, oui, c'est ça. Ouais. Et pour ma part, je titubais littéralement en me levant de mon siège. Je sais que ça fait beaucoup rire, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Une vieille grand-mère exactement pareil. On s'est regardé avec Florian, on avait les jambes au coton, on n'arrivait pas, on était un peu en train, un peu flingué, quoi. Oui. Et quand on pense que c'est un deuxième film, chapeau bas, quoi. 33 ans, le réel. 33 ans, ouais. Et donc, voilà, pour faire un peu le topo sur ce qu'est que Midsommar, c'est l'histoire de Danny et Christian, principalement Danny, à qui il arrive une tragédie au tout début du film. Christian étant son petit ami, qui pense au tout début à la quitter, va rester auprès d'elle durant son deuil. Et de fil en aiguille, ce qui va se passer, c'est que, un peu pour se changer les idées, et aussi parce que Christian l'avait prévu de son côté, ils vont se rendre en Suède sur l'invitation d'un étudiant qui est un des potes de Christian, se rendre à ce qui au départ est censé être un petit festival familial un peu saugrenu, sauf que pas du tout. Midsommar, si on pouvait le qualifier, serait en fait un film d'horreur lumineux, avec le folklore de la Suède en arrière-plan. L'auteur lui-même le qualifie de folklore horror movie. C'est ses propres termes. Ça résume bien. Ouais. C'est quelque chose qui est littéralement éreintant, c'est-à-dire que tout d'abord par la maestria visuelle de Ari Aster, qui a une gestion de l'espace énormissime, du premier et du second plan. Le cerveau travaille pendant tout le film. La photographie est juste dingue. Ce blanc qui est immaculé est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un film éreintant, mais qu'il faut à tout prix voir, et surtout sur grand écran. Je pense que ça a quand même tout de même moins de force sur une télé. Ah oui, mais clairement, c'est pas du tout le genre de film à regarder sur son ordinateur, quoi. C'est un film assez complet d'un point de vue sensoriel, en tout cas, d'un point de vue visuel et auditif. Il y a un tel travail aussi sur le son que le voir en dehors d'une salle de cinéma, là, c'est... Et je l'avais qualifié pour ma part de syndrome de Stendhal en sortie de cinéma. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qui pèse, qui à mon avis fera date. Ce qui pourrait être intéressant de dire, c'est que c'est produit par la société A24, qui est une société new-yorkaise. Son premier aussi d'ailleurs était. Oui, Hérédité, oui. Et qui d'ailleurs on va pas digresser, mais qui sort actuellement un film avec William Dafoe et Robert Pattinson qui s'appelle Lighthouse, tout en noir et blanc, qui est là également exceptionnel. Je pense que c'est en tout cas là, c'est une société de production qui va être à suivre. Pour en revenir à Midsommar, j'arrive pas. Oui, bon, il y a peut-être quelques facilités parfois dans le scénario, ou en tout cas dans l'iconisme de certaines apparitions, mais c'est quelque chose que je pense personne n'a vu. Quand j'en ai parlé en sortie de salle avec une amie, je lui ai dit que c'était en fait le parfait mix entre The Wicker Man, une touche de It Follows pour la réalisation, et Jodorowsky. Ah ouais. Et tu y reviens. Oui. Et je pense que c'est un peu le trio, en tout cas, qui peut servir de trinité en tout cas pour porter ce film, en tout cas ses influences. Que dire, c'est magnifique, c'est éreintant tellement c'est bon, et surtout l'ambiance sonore est magnifique. Tu parlais de la société de production A24, qui est une société de production new-yorkaise. Il faut dire aussi que le réalisateur lui aussi est new-yorkais. De toute façon, ça se sent, je trouve, dans sa patte. Je trouve que souvent aux États-Unis, il y a ce côté un peu arty. Même s'il est sorti de la American Film Institute, qui est à Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises, qui est une grande école de cinéma aux États-Unis. Et on sent quand même qu'il a cette patte arty très new-yorkaise. Sylvain, est-ce que tu veux intervenir sur le film ? Je sais que tu l'as beaucoup aimé, toi aussi. J'ai totalement adoré ce film. Alors effectivement, c'est un film pas évident à critiquer, à la vision en tout cas aussi à pas supporter, mais à encaisser. Le film quand même est assez oppressant, définitivement. Pour les mêmes raisons en fait que Florian, en dehors de la mise en scène et de la mise en scène excessivement précise, c'est vraiment ça pète pas à côté, quoi. Le gars est il fait des plans magnifiques. C'est
aussi une mise en scène très intelligente, parce que ce qui est bien, c'est qu'il se focalise pas uniquement sur les personnages ou les premiers plans. Il se passe énormément de choses aussi dans les arrière-plans. Au second plan. Ouais. En second plan, voilà. Et voilà, un énorme travail du son. Et effectivement, enfin, on a tendance facilement à prendre un raccourci par rapport à dire que voilà, quand on voit le film, la première chose, je me rappelle quand on s'est dit, c'est voilà, on a pensé immédiatement à The Wicker Man. Ouais. C'est voilà, on voit que voilà, il y a aussi peut-être aussi une lettre d'amour à un certain type de cinéma que clairement le cinéaste adore. Moi j'ai pensé à The Wicker Man. Je pense aussi en termes d'image je pense qu'il aime aussi Lars von Trier. Ouais. Stanley Kubrick. Enfin, bref, c'est un très très bon film qui calme, qui essouffle, qui fatigue, mais qui est, je pense, important à voir au cinéma et qui, moi, en tout cas, je le conseille. Je sais que je pourrais perdre des amis, mais je conseillerais vivement d'aller voir ce film au cinéma actuellement. C'est une vision qui est particulièrement lourde. C'est une expérience sensorielle. Il faut la supporter un petit peu. Ouais, surtout, je me permets d'intervenir avant que Camille donne son avis, mais on a la chance que Midsommar, qui est un film extrêmement particulier, connaissent une bonne distribution en France et en Belgique, donc allez-y quoi. Clairement. Camille, tu veux donner ton avis? Je sais que toi t'as vu le film hier oui, soir. Oui, moi je l'ai vu hier soir, donc ça fait pas beaucoup de temps pour... N'oublie pas de ne pas tourner la tête, reste bien. Oui, pardon, excuse-moi, je peux pas m'empêcher de te regarder. Oui, je sais bien. Non, donc ça n'a pas encore eu beaucoup de temps dans ma tête pour gamberger sur le film, parce qu'il y a vraiment tellement de choses à penser, à retravailler, enfin, je veux dire dans mon esprit, que j'ai bien aimé. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que quand je suis allé le voir, justement, je m'étais pas trop renseigné sur le film, mais je m'étais plutôt basé sur ce que j'en avais entendu, que ce soit par vous ici sur Facebook et compagnie. Vu le synopsis, je m'attendais à quelque chose qui allait ressembler au Rituel sur Netflix. J'étais très surpris, ça n'avait absolument rien à voir avec ça. Rien à voir. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était ambiance sonore, vraiment toutes les musiques, l'espèce de trip pagan, les chants un peu tribaux, tout ça, ça participe énormément à l'ambiance. Bien développé, ouais. Ce côté visuel, ces formes triangulaires aussi, et cette ambiance en fait du début à la fin. Je trouvais que par moments, on savait plus trop dans quel espace-temps on était, comme si en fait on n'était plus... c'est un rêve éveillé, hein, c'est un trip. Voilà, c'est une espèce de trip éveillé, quelque chose aussi, peut-être un truc tout con qui m'a marqué, c'est le ciel. J'ai beaucoup remarqué en fait que le ciel il était toujours blanc, on n'a jamais de vrai ciel bleu, on a toujours une espèce de voile, que ce soit sur l'image, que ce soit sur le ciel. Et il prend une énorme place à l'écran. T'as des plages de ciel quand même. Bon, après le film s'appelle Midsommar. Hein. Oui, ça joue aussi. Et donc ça participe vraiment à ce côté un peu irréel, et enfin voilà, donc j'ai beaucoup apprécié également. On peut dire aussi que le film dure quand même 2h20. 2h20, et alors le réalisateur parle d'un director's cut qui pourrait durer jusque 3 heures. Et qui... Ça me semble un peu long pour le coup. Ouais, qui développerait plus la relation entre Christian et Josh, donc qui sont les deux thésards. Voilà, il a dit clairement, j'ai l'impression de me mettre amputé un petit peu quand même de cette partie-là qu'il aimait beaucoup. Voilà, donc il y aura peut-être un director's cut qui va sortir. Excuse-moi, oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement ça dure 2h20, mais alors ça ne se voit absolument pas passer. Ah non. Alors moi, ce que j'ai vu passer justement, c'est quelques critiques à ce niveau-là, où il était reproché au réalisateur de se regarder un peu filmer, où en fait il se regardait un peu faire, et du coup il mettait beaucoup de plans très esthétiques, il étend un peu certaines scènes, mais c'est très mis en scène, mais personnellement ça m'a pas du tout dérangé, justement. Il prend le temps de raconter et de développer, enfin c'est surtout qu'il prend même énormément de temps à développer la relation entre les personnages. Enfin, on s'est pas trop attardé là sur le personnage principal, la Dani, donc jouée par l'actrice la Florence Pugh. Alors Florence Pugh. Alors voilà. je fais une petite aparté d'ailleurs sur la modèle qui joue d'ailleurs très très bien et qui sera dans le Black Widow de Marvel pour la phase 4 dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'était juste pour ça, et aussi qu'elle joue dans la série The Little Drummer Girl de Park Chan-wook que je n'ai pas vu et qui me donne énormément envie. Voilà. Elle a joué justement, c'est pour ça, elle a joué dans un premier film, je sais pas si c'était son premier rôle, mais là un film qui est sorti cette année, Fighting with My Family, où c'est un film autobiographique sur une catcheuse anglaise qui va cartonner, voilà, qui va cartonner à Las Vegas, etc. Mais voilà, enfin. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il a vraiment bien développé, il développe bien la relation entre les personnages. C'est pas un film inutilement bavard. Et voilà, il brasse différents thèmes,
Et cette relation voilà qu'il tisse, qu'on comprend bien entre Danny et son copain, en fait, tout est intéressant. La façon dont l'histoire est déroulée, les relations entre les personnages. Mais voilà. Camille, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, alors c'est juste un petit truc à propos des acteurs. Avec William Jackson Harper, qu'on retrouve également dans The Good Place. Qui est un des 2 thésards du coup du voilà. film. Et donc dans The Good Place, je trouvais ça un peu marrant parce qu'on peut faire un parallèle avec la série, très lointain, ça n'a rien à voir forcément, mais il joue le rôle justement de quelqu'un qui va se retrouver, qui pense être au paradis, qui est en fait un enfer. Ouais. Et je trouve marrant qu'on se retrouve un peu avec la même configuration pour le film, mais sur un thème, une ambiance complètement différente. Le film a un côté de l'autre côté du miroir, parce que c'est un peu construit aussi comme Alice au Pays des Merveilles. À un moment donné, il y a vraiment plus dans la mise en scène, il y a la caméra qui se retourne complètement quand on arrive dans ce festival, qui montre que on passe dans un autre monde, que voilà, on va. Et donc tout est construit aussi comme une espèce de conte un peu dark. Je voulais faire un petit point sur la technique. J'étais étonné quand même de cette colorimétrie qui est très particulière. Ouais. Avec ces blancs, ils sont pas éblouissants, mais en même temps il y a quelque chose. Enfin voilà, c'est très particulier. On a la limite de la saturation au niveau de la luminosité, et c'est superbe. Et alors, c'est le directeur de la photo, donc Paweł Pogorelski. Alors j'espère que je n'écorche pas son nom, qui en fait a des on va dire à des connaissances chez Panavision, donc qui sont les caméras avec lesquelles ils ont filmé, et ils ont créé leur propre lentille pour le film. Ah ouais. Voilà. Et en fait, la base, c'était que Ari Aster, le réalisateur, voulait un truc très particulier. Il voulait reproduire les effets du Technicolor, mais avec cet aspect blanchâtre, donc le Technicolor trichrome, qui est un procédé qui est arrivé qui a commencé en 1916 et qui s'est surtout développé, on va dire, dans le cinéma classique hollywoodien dans les années 30. Et c'est ça qui donne cette couleur très particulière au film. Donc même pour ça, c'est pour dire que en dehors de l'expérience, on va dire physique que procure le film, il y a aussi une expérience de cinéma qui est complètement nouvelle. C'est quand même assez dingue. Par contre, juste aussi un petit quelque chose, en France, le film est sorti interdit aux moins de 12 ans. Je pense que 12 ans c'est déjà léger, je pense qu'on peut augmenter l'âge pour aller 16, le voir. Ça m'a choqué également. Il est R-rated aux États-Unis. Hein. Ouais. C'est assez étonnant, effectivement, surtout après il est Disney+, c'est plus un film excessivement angoissant, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, le film est quand même parsemé des petites pointes de violence frontale qui sont assez surprenantes, ponctuelles, mais insistantes. Et d'ailleurs, l'une des forces de la narration de Ari Aster, c'est que malgré ces violences frontales dont parle Sylvain, très longtemps dans le film, le réal arrive à nous faire croire que tout ça est normal. On sait pas si on est dans une secte ou dans un... Très clairement, en tant qu'amateur de cinéma, on commence à voir le film, on s'est dit, ok, il débarque dans un festival un peu chelou, c'est une secte, et il arrive à nous en faire douter très longtemps. Avant qu'effectivement on prenne beaucoup de choses dans la figure, et c'est ça qui est important. Et alors ça c'est drôle parce que le réalisateur en parlait aussi, et il expliquait qu'il a fait beaucoup de recherches sur les communautés nordiques, et qu'en fait plutôt que de s'inspirer de celles qui étaient un peu angoissantes, etc., et en fait il s'est inspiré des communautés qui lui trouvaient belles, ou en tout cas intéressantes, et c'est ce qui donne cette espèce de truc très bizarre où tu sais jamais si tu es dans quelque chose de complètement angoissant, parce qu'en fait à un moment donné tout le film il y a que la mise en scène qui rend les actions angoissantes et pas du tout les actions qu'on voit à l'écran, et donc il y a toujours cette ligne très floutée de ce qui est bien ou pas bien, et c'est quand même assez impressionnant. C'est ça qui était vraiment bien, quoi. Enfin vraiment très intéressant, le fait de vouloir entre guillemets forcer un petit peu le spectateur et aussi les protagonistes principaux à accepter justement cette nouvelle culture, quelque chose qui peut être choquant, qui peut vraiment bouleverser les spectateurs, et les personnages principaux, mais de vouloir faire accepter justement cette nouvelle culture, et qui peut être justement très déroutante, et c'est ce qui nous fait finalement tenir jusqu'à la fin du film, c'est qu'on accepte ce qui se passe, on tourne pas l'œil, finalement. Alors qu'il y a des choses horribles qui se passent. Il y a des choses vraiment horribles qui se passent à l'écran. Florian, je te redonne la parole. Mais à propos justement de cette culture et de ces petites communautés, il faut savoir que dans le film, la communauté a un lien extrêmement fort avec les runes, avec les icônes en tout cas visuelles, et faites bien attention lorsque vous irez voir le film, parce que le réalisateur en fait dissémine énormément d'informations sur ce qui va se passer durant le film sur les murs,
Et en regardant les murs, on peut deviner tout le film. Voilà, c'est peut-être voilà. Alors je sais pas si c'était un parti pris. On en a parlé effectivement, et je sais pas si c'est un parti pris du réalisateur. Enfin, j'en suis quasi, c'est sûr d'ailleurs. Mais c'est peut-être le seul reproche que moi personnellement je ferais au film, c'est voilà d'avoir voulu insister, cette caméra qui insiste vraiment sur beaucoup d'éléments visuels qui sont finalement des indices. On a des peintures. Et voilà, on a des peintures, on a des cadres, on a des toiles, etc. Et finalement à un moment un peu prendre par la main le spectateur et un peu de l'aider un peu dans cette démarche narrative pour pas trop le perdre. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que déjà la mise en scène en elle-même est tellement bonne en termes de narration que certains éléments, certains passages pour moi auraient pu être évités pour justement laisser justement cette partie un peu mystérieuse, laisser ce spectateur dans le flou de façon à ce qu'il comprenne ce qui se passe par lui-même et à la limite d'avoir cet effet de surprise à la fin en se disant ah oui mais en fait effectivement si on remonte plus tôt dans le film on a vu ça où il s'est passé ça. Là c'est vrai que voilà le film est d'avoir ce contrepoids parce qu'on est en train de et je suis un peu d'accord mais après n'oublions pas que la personne a 33 ans et que c'est uniquement son deuxième film. Oui, de toute façon, c'est déjà très impressionnant. Mais déjà, le film en lui-même, il est très impressionnant et ça reste de toute façon un très bon film. Tout le monde ici a vu son premier film. Ouais. Je pense que c'est assez intéressant aussi de dire que ce réalisateur a déjà une patte et qu'on reconnaît déjà son style quand on regarde et qu'on met les deux films l'un à côté de l'autre, même si effectivement les sujets ne sont pas les mêmes, mais en tout cas en termes de mise en scène, il y a déjà des choses qui reviennent énormément. Donc puis même dans le développement des deux personnages féminins finalement. Enfin, là, dans le personnage principal de Danny et le personnage du film précédent joué par Toni Collette, et pareil voilà, des personnages féminins très forts, très chargés en émotions et voilà, enfin, on reconnaît sa patte, effectivement. Oui, je voulais juste ajouter un autre petit quelque chose, c'est que j'ai trouvé très intéressant, ce qui reprend un peu certains codes du slasher, où on va avoir un groupe d'amis qui va se retrouver hors de son cadre habituel, qui va se retrouver dans cette communauté. Un groupe d'étudiants. Voilà, un groupe d'étudiants qui vont disparaître un à un, mais qui est complètement redéfini, parce que là, on va pas avoir un tueur sanguinaire qui leur court après, c'est plutôt une masse de gens. Et on a un rapport complètement différent à ce qui leur arrive. Bon, bah c'est bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait encore quelque chose à dire sur le film. Je dirais juste, personnellement, allez voir le film et vive la Suède. Allez le voir. Si vous êtes en période de dépression, évitez par contre. Oui. Voilà. Parce que pour le Après, coup, ça peut vous donner des idées. Hein. Le réalisateur l'a écrit pendant qu'il était en rupture amoureuse, ça se sent. Et surtout y aller l'esprit clair. Oui, voilà. Écoute, avec quelques champignons, ça peut le faire aussi. Bon, on a fait le tour ? Oui. Allez, on passe à la suite. When you have to shoot, don't talk. Si comme moi vous fûtes traumatisé par la vision des Dents de la Mer, l'annonce du projet Crawl, produit par Sam Raimi et réalisé par Alexandre Aja, a dû vous titiller le mésencéphale tant le genre est régulièrement desservi par des scénarios désastreux et une fabrication à la truelle. On s'est donc plongé pour vous en eau trouble infestée de sauriens, armés de chicots. On en parle juste après la bande-annonce. Oh God! What happened? Haley, are you hurt? I'm fine. Hello, can anybody hear me? I'm trapped with my father in our house in Coral Lake. Please send help. Haley! Wait, down here. Le film est réalisé par Alexandre Aja, produit par Sam Raimi, et au casting on retrouve Kaya Scodelario et Barry Pepper. Et je vais en parler avec Sylvain en espérant que ton micro ne l'arsène pas trop. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Extrêmement. Donc Crawl, film de crocodile, Alligator, réalisé par Alexandre Aja. Donc on est en face d'un film plutôt classique au final, dans un style survival très balisé, mais très bien exécuté. Pour ma part, j'ai bien aimé le film sans avoir été totalement bouleversé. J'ai bien aimé, mais voilà, c'était pas extraordinaire. J'ai trouvé le film intéressant, surtout dans la forme. Forcément, Alexandre Aja est un très bon réalisateur en termes de mise en image.
Le film a une petite durée, je crois qu'il dure un peu moins d'1h30. Mais voilà, très bien rythmé. Et plutôt intéressant dans la façon dont il raconte, dont il développe ses personnages, la relation entre la mère, la fille et son père. Et j'ai surtout été conquis par la première partie du film, qui est vraiment une sorte de huis clos relativement claustrophobique. Et il réussit à bien gérer les effets de surprise, les effets de tension en fait. Et à part cela, je m'attendais pas forcément à on dirait un film de la même qualité que Piranha, son précédent film avec Aquatic. Il avait annoncé, qui était un remake du film de Joe Dante. Exactement. Et il avait clairement annoncé la couleur, comme quoi il ne ferait pas du tout la même chose, qui serait sur un film beaucoup plus premier degré. Mais en dehors de cela, le film est bien, sans être incroyable. C'est un bon divertissement estival, à voir l'été, tranquille, entre potes. Et bonne longueur, tout ce qu'il faut et qui se termine comme il faut. C'est pas pour moi un très très grand film, c'est pour moi un Aja mineur par rapport à ce qu'il a fait. On peut dire que c'est une série B efficace. C'est une série B efficace, et très bien, mais je le répète encore une fois, heureusement très très bien réalisé, parce que derrière le film est quand même parsemé de moments complètement n'importe nawak, finalement, des choix scénaristiques qui sont pour moi relativement aberrants, mais il va au fond du concept. Il opère un bon jeu de massacre, avec certains personnages. On s'attend à ce que ces personnages qui interviennent soient finalement apportent quelque chose au récit, mais finalement, c'est des personnages de passage. J'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais c'est de la chair à croco. C'est de la chair à croco. Et après les crocodiles en eux-mêmes, les alligators en eux-mêmes sont vraiment classe, très bien fait, très bien exploité. C'est bien foutu. Très bien foutu. On a un peu de slasher, ils évoluent dans l'ombre, etc. Mais après, deuxième partie du film, c'est là que pour moi ça se gâte, où ça chute en termes de rythme. On va encore plus dans l'aberration de choix scénaristiques qui, pour moi, à un moment, j'étais totalement... je ne comprenais plus ce qui se passait trop devant mes yeux. Je me disais systématiquement pourquoi. Des trucs complètement incohérents. Ça m'a un peu déçu par rapport à ça. Je pense que là, Aja a voulu se faire plaisir et puis réaliser une bonne série B pour revenir aussi sur le devant de la scène cinéma. Ouais, puis se faire son petit dent de la mer, quoi. Il a fait son petit dent de la mer. Il parsème son film de petits indices geeks de cinéma de genre. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus tendu, d'un peu plus violent. J'ai pas peur de le dire parce que on est quand même on est sur. Ça manquait de gore. Ça manquait encore un peu de gore par rapport à ce qu'il nous a offert précédemment. Enfin, son remake Mirrors et puis même ce qu'il avait fait avec La Colline des Yeux, je trouvais que c'était juste extraordinaire. La Colline des Yeux pour moi est juste un véritable petit bijou. Moi, personnellement, je le trouve même meilleur que l'original. Totalement. Je trouve pas un super film. Et même dans La Colline des Yeux où il a réussi à tisser des liens très intéressants et très touchants au milieu de ce cœur familial. Oui. Là la relation entre la fille et le père, pour moi, n'a pas plus touché que ça. Surtout, je pense, par rapport au jeu d'acteur. Je sais pas si c'est lié à ça, mais je pense que l'acteur Barry Pepper, je l'ai pas trouvé extraordinaire dans le film. Un peu artificiel, cette relation. Et des dialogues quand même pour la plupart assez fades. Il n'y a pas vraiment de tension émotionnelle. J'ai pas été vraiment plus bouleversé que ça. Mais globalement divertissant, quoi. Mais c'est ça, effectivement, la grande force du film, c'est totalement Alexandre Aja, sa réalisation, c'est quelque chose. Il arrive vraiment. Le mec, il pond des plans juste dingues. Enfin, vraiment de très très beaux plans. Et pour pas spoiler, cette scène de la salle de bain, pour moi, fait partie d'une des meilleures scènes du film. Mais quoi. Plan très série B. Mais super bien maîtrisé, quoi. Là, ça dure 3-4 minutes, mais le rythme, la façon dont c'est filmé. C'est complètement con, mais c'est purement jouissif. Super bien cuté. C'était vraiment, pour moi, l'une des meilleures scènes du film. Par contre, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que je trouve qu'autant Barry Pepper que Kyle Scodelario sont vraiment très bons, vraiment bons. En tout cas, ils incarnent bien leur rôle dans le film. Là où ça pêche vraiment, c'est au niveau du scénario qui est écrit par Michael et Sean Rasmussen. Je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait avant, mais en tout cas, ça doit être des no-name. Ce qu'en fait Aja, c'est quelque chose de très efficace. Pas d'horrifique, mais en tout cas avec une vraie tension, notamment dans la première partie du film, comme tu le disais, qui se passe en dessous de la maison en total huis clos.
Ça part un peu dans tous les sens après. Ça reste très efficace, mais vous voyez, âge à mineur. Voilà, un peu superficiel par moment, mais voilà. C'est un peu, j'ai pas envie d'être trop dur avec le film parce qu'on est quand même face à un divertissement estival qui est quand même plutôt à voir au cinéma, clairement. Oui. Et l'ambiance dans la salle de cinéma en plus, ça s'est ressenti, c'était plutôt cool, mais c'est un film qui répond au cahier des charges de ce genre de production, quoi. C'est pour le retour d'Alexandre Aja, je m'attendais personnellement à mieux, mais après. Le gars fait le taf, il l'a bien fait. Après, il ne signe pas le scénario, il fait avec, il essaie de raconter quelque chose, de sublimer ce scénario, en tout cas, encore une fois, on le répète, par sa mise en scène. Mais c'est vite vu, pour moi ça va pas rester dans les annales, surtout dans sa cinématographie perso. Ouais. Mais je me demande si c'est pas un film de commande, enfin peut-être pas, peut-être que c'est pas assumé totalement, mais le dernier film d'Aja, si je ne dis pas de bêtises, c'est Horns qui avait moyen marché. Il a fait les 9 vies de Luz Carax qui est sorti directement, que j'ai pas vu. Les 8 vies ou les 9 vies sur Netflix. Il s'essayait un petit peu au film, un peu au conte. Il est sorti un peu de manière anonyme. Complètement anonyme, aucune promo, il a été balancé sur Netflix, en plus sans aucune communication. Si personne ne s'enseigne sur internet ou vous voyez via la presse spécialisée, le film est passé complètement inaperçu, quoi. Et Horns, j'ai trouvé justement, Horns pour moi c'était un film très original et que j'ai personnellement adoré. Ah oui, totalement, d'ailleurs avec Daniel Radcliffe qui est plutôt vraiment très bon dedans. Totalement crédible. Et Juno Temple qui joue son Love Interest et qui est également super convaincante. Mais j'ai de souvenirs, Horns n'avait pas fait un formidable score au box-office. Un scénario original, il a voulu faire quelque chose d'un peu plus risqué. On est sur un film un peu hybride, un peu c'est difficile de qualifier le Horns, un film fantastique, mais quand même avec un scénario très original. Là, il s'est rabattu sur une série B très balisée, très efficace, qui est à me répéter. Mais il le fait bien. Honnêtement, moi, on l'a vu. On a passé un très bon moment. Pour moi, c'est la meilleure qualité du film. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il utilise, on va dire, les codes de la mise en scène du genre pour les pousser jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que tout le principe du est-ce qu'il y a un alligator sous la flotte ou pas, et puis ça va jusqu'à te faire, il joue avec nos nerfs et il nous fait des blagues régulièrement du genre non, il était pas là, il était là, c'est vraiment typiquement le genre de truc rigolard que moi j'ai envie de voir dans ce genre de série. Ah oui, voilà. C'est fun, hein. Le film est vraiment fun. Effectivement, le scénario est complètement à la ramasse. Là, pour le coup, c'est tout, tu sens que tout est artificiel et tout est là juste pour pouvoir jouer et puis donner aux spectateurs des crocos qui vont bouffer des gens, quoi. Parce que en dehors de ça, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Florian, tu veux intervenir? Ouais, là où ça m'inquiète, et c'est ce que je voulais dire par rapport à Horns, c'est que j'ai un peu peur que, en tout cas, au niveau de la confiance que peuvent lui donner les studios, Aja soit un peu sur une pente descendante et qu'ils doivent vraiment catégoriser dans ce rôle de très bon yes man dans le genre, en fait. J'ai peur qu'il soit plus considéré comme un auteur par rapport à cause de ce film, en tout cas. Et moi, ça me fait un peu peur. Honnêtement, ça me fait un peu peur parce que ça serait un réel gâchis quand on voit ce qu'il réussit à faire avec une caméra. Le film, on se répète, mais c'est vrai que la sensation de claustrophobie, surtout dans cette première partie, est vraiment énorme. La façon dont il gère les apparitions parfois fantomatiques des crotales, franchement c'est bien fait, mais j'ai peur, j'ai un peu peur parce que pour moi c'est un réalisateur avec qui j'ai une affection particulière. J'adore ce type de réalisateur. Et c'est ça, en fait, on peut paraître un peu dur alors que le film est vraiment très efficace. C'est parce qu'on aime beaucoup Aja. Mais voilà. Ah non, mais c'est un film d'amour au cinéma, c'est un bon film dans cette catégorie-là. Moi, personnellement, j'ai jamais trouvé que Alexandre Aja était un grand réalisateur. Pour moi, c'est un bon artisan, c'est quelqu'un qui maîtrise effectivement son métier. C'est quelqu'un qui sait gérer ses plans. Donc c'est pour ça que j'ai pas été non plus déçu, parce que on s'est un peu monté le bourrichon, parce qu'effectivement il y a Sam Raimi, etc. Derrière la production. Surtout ça, voilà. D'ailleurs, on s'était dit un binôme Alexandre Aja, Sam Raimi, on s'attendait à quelque chose de frais et de bourrin, quoi. Moi, j'ai pas boudé mon plaisir, personnellement. Ah, mais personne, moi non plus. C'est juste, à la sortie du film, je me suis pas dit, la claque. Je sais, cool. C'est cool. Bon, on passe à autre chose, quoi. On peut peut-être faire un rapide retour sur le réalisateur, expliquer un peu qui c'est, d'où il vient. Alors, c'est le fils d'Alexandre Arcadi. Qui est le réalisateur du Grand Pardon, par exemple. On croirait pas comme ça, mais oui, c'est bien le fils d'Alexandre Arcadi, qui a réalisé un million
premier film qui s'appelait Furia avec... j'ai perdu son nom, excusez-moi, notre plus grande actrice française actuellement qui a gagné un Oscar. Marion Cotillard, voilà. Marion Cotillard. Pour enchaîner juste derrière sur Haute Tension dans l'écurie Besson. Petit bijou. Ouais, même si scénaristiquement... Florian n'aime pas trop Haute Tension, je crois. Ah non, j'aime beaucoup Haute Tension, par contre scénaristiquement, la fin c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est grand guignol. Ce n'est pas un film parfait, mais les 3/4 du film quand même sont juste... Enfin pour moi j'ai trouvé le film complètement phénoménal. C'est le film qui l'a fait repérer, parce qu'il faut expliquer que c'est un réalisateur français, et qu'après Haute Tension... il a été très vite repéré par des producteurs américains qui l'ont fait émigrer aux États-Unis. Wes Craven, ouais. Parce qu'ils ont vu le potentiel du bonhomme, et voilà. Il faut dire quand même que on a beaucoup de petits jeunes qui ont commencé comme ça. Alexandre Aja a un peu lancé la vague de ce que les Anglais ou les Américains appellent la New French Extremism, ce qui est une espèce de à base de Martyr, vague comme ça. Martyr qui est assez décrié d'ailleurs en France, mais qui est considéré comme un chef-d'œuvre aux États-Unis. Ouais. Et ils mettent un peu tout dedans, c'est-à-dire qu'on a effectivement des Xavier Jeance, par exemple, dont on va parler. Alexandre Bustillo, etc. Mais on a aussi, par exemple, Sophia Ducournau dernièrement qui a fait Grave. Voilà, donc il y a tous tout ce truc-là, et ce qui est intéressant, c'est de se demander comment ça se fait qu'en France, ces réalisateurs-là n'arrivent pas à avoir des budgets conséquents, des sorties correctes, etc. Alors j'ai ma petite idée sur la question, et c'est l'un des gros problèmes du cinéma français, c'est qu'il est très majoritairement produit par les chaînes de télévision, sur Canal+, TF1, qu'aujourd'hui, pour bénéficier en tout cas d'un budget et de sortie en salle, il faut qu'il y ait des préachats par les chaînes de télévision. Et tu veux dire qu'il faut que les films soient visionnables après le journal de 20h. Voilà, donc effectivement, Canal+, parfois prend des risques, TF1 n'a pas forcément envie de mettre Haute Tension à 20h après le journal, quoi. Ouais. Je comprends pas pourquoi. c'est vraiment... quand même Cécile de France dedans. Ouais. C'est vraiment. Mais Cécile de France est une actrice qui adore le film de genre. Elle a joué dans pas mal de productions, il me semble. Si je dis pas de bêtises, elle a pas joué dans Mutant. C'est pas elle qui était dans Mutant. Non, c'est Hélène de Fougerolles. Ah oui, bien vu. Qui n'est pas du tout la même actrice. Et heureusement. Voilà. Et Mutant qui était, alors j'ai déjà oublié le nom du réal. Je pense que le réal a depuis réalisé un petit film, un gros film finalement pour une production française qui était adapté d'une bande dessinée. Je crois que ça s'appelait Tout Seul, quelque chose comme ça, des jeunes qui en fait... Parce que c'est Juste Seul. Juste Seul, voilà, tu vois ce que je veux dire, Cam. Et une sorte de jeunes qui se réveillent, une bande de jeunes qui se réveillent et dans une ville, un Paris totalement désert. Où les adultes ont disparu. Et tout cela, voilà, après amène un dénouement, un beau dénouement. J'avais découvert ce film aussi en festival, et c'est un peu dommage, voilà, que ce genre de cinéma qui est pourtant bien exécuté, bien raconté, qui est quand même vraiment intéressant à voir, ne perce pas, n'intéresse pas plus de gens que ça, en fait. Ça ressemble un peu au truc Seul Tout avec Eric et Ramsey, non? On n'est pas du tout dans le même délire, non. Bon, et est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le film? Je pense qu'on a fait le tour. C'est un film qui est... pour moi, une dernière chose, c'est je pense que par rapport au genre de film de Crotal, en tout cas, dans ce genre-là, je pense qu'Alexandre Aja tire bien son épingle du jeu, parce qu'il y a il y a eu peu de bons films qui ont exploité ce type de reptile. Après, pour moi... Serpents, non? Comment? Les crotales, c'est des serpents. Bah oui. Non, des sauriens, tu veux des sauriens, voilà. Excusez-moi, l'émotion, le stress. Mais... Ça, c'est parce que t'as trop kiffé Anaconda, c'est pour ça. Exactement, Jennifer Lopez. Hein. Mais non, c'est juste pour dire, ça reste quand même, il s'en tire très très bien, mais je voulais quand même le citer pour inciter les gens à découvrir ce superbe film qui s'appelle donc Solitaire, de Greg McLean, en anglais Rogue. Et en fait, un film qui date de 2007. Ouais. Australien, production australienne, et j'invite vraiment beaucoup de gens, si vous pouvez, à voir et à découvrir ce film qui est juste pour moi le meilleur film qui exploite donc les sauriens. Il est dans ma liste, parce que moi il faut que j'avoue, j'ai un petit kink, que j'adore les films avec les bestiaux, tout ce qui est requin, etc. Alors le problème, c'est que le genre est vraiment desservi par des trucs immondes, et qui a été, maintenant c'est un peu l'apanage de tout ce qui est les productions Asylum, qui sont des séries Z, mais tournées exprès pour être des Z, avec des... pris au sérieux surtout. Ouais, voilà, avec des méga sharks versus giant octopus, etc. Donc qui sont vraiment pas terribles. C'est pour ça aussi qu'on était un peu emballé par ce crawl qui serait, une qualité un peu plus respectable que ce qu'on a l'habitude de voir
dans ce genre de production. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais. Bon, on passe à la suite. Et c'est très joli. Encore. Alors, Xavier Jans, n'en est pas à son premier coup d'essai et pourtant son dernier film, Colskin, a été honteusement relégué au bac de DVD et privé de sortie salle. L'incompréhension est d'autant plus forte qu'après visionnage, les qualités techniques sont bel et bien présentes et auraient mérité une sortie sur grand écran pour mieux les apprécier. Et on écoute la bande-annonce. Did you hear that? In less than an hour, we'll be underwater. Banging on the pipes. Where's their senses? I can distract them for you. You got this! You need to go now. I'm not leaving you here! Midsommar en... Come on, you son of a bitch! Voilà, le film est réalisé par Xavier Jans et au casting on trouve David Hawkes, Ray Stevenson et Aura Garrido dans le rôle de la créature amphibienne. Alors qui veut commencer par ce Colskin? Non, Sylvain, tu peux pas commencer? Oh, je peux commencer. Parce que je fais partie des premiers, je pense, à avoir vu ce film et heureusement. Et tu l'as vu sur grand écran? Je l'ai vu sur grand écran, donc voilà, je l'ai vu cette année en fait au Festival de Gérardmer. En présenté par Xavier Jans justement. Comme tu l'as dit, voilà, je comprends pas trop, voilà, le pourquoi le film n'a pas été distribué, n'a pas en tout cas bénéficié d'une distribution sur grand écran. Je pense que c'était mérité. Le film a des défauts, mais voilà, c'est quand même pour moi en tout cas son meilleur film. C'est difficile de vendre un film avec une accroche réalisée par le réalisateur de Hitman, mais après il a réalisé quand même voilà d'autres films qui sont aussi sortis. Enfin, son précédent film était un peu plus anonyme. Enfin, pas le précédent, mais celui d'avant, The Divide, qui était pour moi un film post-apo vraiment excellent, très tendu, j'ai pas vu, très maîtrisé, il me donne très envie. Un huis clos vraiment très maîtrisé. Et après bon voilà, il s'est aventuré dans la comédie française dont j'ai oublié le nom. Budapest, qui était voilà, plutôt pas mal pour une comédie avec notamment Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe. Voilà. Et que je n'ai pas vu justement, mais bon, apparemment il y a eu des bons retours. Enfin, en tout cas, c'était du bonne comédie. Et là, bah voilà, il s'essaye à un nouveau style de cinéma qu'il n'a pas fait auparavant. Voilà, une sorte de frasque un peu épique, noire, à base de culture un peu Lovecraftienne. On considère que c'est son film le plus personnel. C'est voilà, c'est compréhensible. En tout cas, la vision du film, faut avoir eu une certaine volonté pour adapter un tel film, parce qu'on est sur une adaptation voilà d'une nouvelle ou d'un roman espagnol, il me semble. C'est ça, ouais. C'est une production franco-espagnole. Le film est une production franco-espagnole, effectivement. Ouais. Mais voilà, enfin. Quand on voit les qualités techniques du film, même si on perçoit quand même des soucis de budget, enfin voilà, c'est un film qui est vraiment très agréable à voir. L'histoire pour moi est intéressante, même si voilà, encore une fois, le film n'est pas parfait en termes de narration, de rythme. Mais je trouve ça dommage, voilà. Le film est sorti là en Blu-ray là le mi-juillet, je crois, et c'est pour moi un peu dommage pour pouvoir tirer un peu la carrière de ce réalisateur vers le haut, parce que c'est toujours pareil, j'ai pas cité comme Alexandre Aja, mais voilà, ce genre de réalisateur qui essaie plus voilà d'être des auteurs, de raconter de nouvelles histoires, quelque chose de frais qui n'a pas encore été vu. Et encore une fois, l'industrie voilà ne laisse pas sa place à ce genre d'auteur, et je trouve ça un peu regrettable. Qui encore une fois sont des artisans quand même plutôt, enfin voilà, qui arrivent à enfin, ça ressemble à un film, quoi. C'est pas quand on regarde, je sais que c'est un peu facile de tirer sur l'ambulance, mais les comédies françaises qu'on a l'habitude de voir qui sont tournées comme des téléfilms, pardon. Là, ça fait plaisir quand même de voir ça. Tu te dis que c'est dommage. Mais moi, je suis totalement client de ce genre de choses, justement. En salle, au moins, ce film, t'en vois pas tous les jours. Et ça fait un peu penser, voilà, à un certain cinéma des années 80-90, mais années 80.
Mais on voit qu'il y a les moyens, enfin qu'il se donne les moyens de raconter une histoire, de créer une ambiance véritablement, parce que visuellement il y a vraiment une véritable identité. Après, voilà, il y a un problème. Je pense qu'il n'a pas eu toute la liberté qu'il voulait en termes de budget. Ça se perçoit sur certaines scènes, certains moments du film. Ouais. Mais honnêtement, enfin, il y a pas mal de thèmes en plus qui sont brassés. La solitude, entre autres. Mais voilà, pour moi, c'est incompréhensible. Je comprends pas pourquoi est-ce que ce film n'a pas été distribué, même s'il serait resté une semaine à l'affiche. Je pense que voilà, c'est un film qui vraiment se méritait à voir sur grand écran. Moi, c'est un film qui lui tenait à cœur. Il était quand même dans les cartons depuis 2011, puisque les repérages pour le tournage s'est fait à peu près à ce moment-là. Donc ça, voilà, certains pays ont béni. Il a été distribué dans certains pays et il a très bien fonctionné. Il a une sortie salle en Espagne. C'était un très gros succès en Russie aussi. Voilà, pourquoi pas, hein, mais c'est comme ça, mais je trouve ça un peu dommage. Je me répète, hein, mais... Qui veut dire quelque chose sur le film ? Florian ? Ouais, je vais y aller. Excusez-moi. Là où effectivement, c'est quelque part un gâchis que ce film n'ait pas été correctement distribué. À mon sens, ça est aussi un gâchis dans le sens où, malgré le fait qu'on lui ait donné sa chance, ou en tout cas du budget sur ce film, il n'y avait clairement pas assez de budget. Je reconnais beaucoup de qualité au film, mais quand tu parlais de petits soucis par manque budgétaire, je trouve que, en fait, ce qu'essaie de faire Xavier Gans, c'est vraiment un film introspectif, justement, qui parle beaucoup de solitude, qui de fait est très contemplatif. Et malheureusement, au niveau du budget, comme tu le disais, on sent que la photographie qu'il a mis en place est très variable. C'est très variable, c'est ça. C'est par moment, voilà, c'est perfectible. Mais la gestion, par exemple, des scènes de bataille, on va appeler ça comme ça, hein, d'affrontement, pour moi, j'ai trouvé ça juste dingue. Enfin, je me suis dit, c'est quand même Xavier Gans qui réalise ces passages-là. Et il y avait une bonne débauche de moyens, en tout cas à mon avis. La qualité des maquillages, enfin quand même les bestioles sont juste, enfin pour moi totalement crédibles. Ah, tu vois qu'il ose des trucs. Voilà, il ose des trucs. Voilà, c'est ces bestioles un peu hybrides. Enfin je sais pas. Il y a moi à un moment, enfin quand j'ai vu le film, j'y ai cru entre guillemets. Enfin on peut imaginer mais totalement les personnes. Pour moi les créatures étaient totalement crédibles par exemple. Et la réaction des personnages aussi. Hein. Oui. Voilà. Et ce que je voulais dire par là, c'est que sur le film, je reproche rien à Xavier Gans. Effectivement, c'est un gâchis qui n'ait pas été distribué à sa juste valeur. Je pense également peut-être trop ambitieux. Ouais. Mais aussi justement trop ambitieux par rapport au budget, malheureusement. Là où c'est inquiétant, et pas pour Xavier Gans, parce que clairement, ce film au cinéma aurait pu lui permettre de regagner un peu la lumière. Et montrer que c'est un très bon réalisateur qui sait faire autre chose. Oui, clairement. Mais là où c'est inquiétant pour moi, et que ça soit principalement en Europe, mais également un peu aux États-Unis, c'est l'état du genre, tout simplement, quoi. De plus en plus, le genre se cantonne à quelque chose de codifié et galvaudé depuis des générations. Si c'est pas le cas, on va partir sur de l'opportunisme BA des studios. Ou du remake, encore du remake. Ouais, ou du remake. On pensera à Halloween en 2018. Et malheureusement, le peu d'auteurs qu'on ait, en dehors donc du coup de Ari Aster ou de Jordan Peele, qui s'impose là depuis quelques années. Réalisateur de Get Out et Us. Voilà. Mais voilà, malheureusement. Qui cartonne en plus. Oui, pour le coup, il a même il a même participé au remake, au reboot de la 4ème dimension. Mais j'ai peur et c'est aussi parce qu'on est dans une ère du cinéma où justement, comme tu le dis, on est de plus en plus dans le remake, il y a plus de prise de risque, tout simplement. On a beaucoup d'auteurs qui passent à la trappe, malheureusement. Et voilà. Déjà, on peut dire aussi, en revenant un petit peu sur le film, il y a vraiment moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment la métaphore, on va dire, coloniale du film. Il y a vraiment plein de parallèles qui sont faits, et déjà apparemment dans la nouvelle, c'est quelque chose qui est complètement assumé par l'auteur et par Xavier Gans. Rien que pour ça, le fait de resituer le film fantastique et le film de genre dans des métaphores, c'est vraiment... Oui, que ça redevienne un peu subversif. Ouais, voilà, qui est vraiment... alors même si le message est vraiment sous-marin, voilà, c'est le cas de le dire, mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils reviennent à ça, et de toute façon, tu sens que Xavier Gans, c'est quelqu'un qui vient de cette culture-là, qu'il a bouffé tous les films, on va dire... Rappelons-nous son premier film, Frontières, qui en mettait vraiment dans la gueule du fascisme. Film énervé, très énervé. Et les producteurs l'ont bien censuré en post-production, en lui disant non mais ça tu dégages du film parce qu'on peut pas le montrer, quoi.
si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est Martyr ou Frontière, mais il me semble que c'est sur Frontière où en fait Xavier Jeance a filmé des choses en cachette. Oui, c'est sur Frontière. Des producteurs pour justement et pour pas qu'une fois qu'elles étaient filmées, et au montage, c'était plus possible de les enlever. Il a utilisé la même technique que utilisaient les ricains avec le plan séquence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où si la scène est trop longue, ils peuvent pas couper à l'intérieur. Et du coup, il se permet des horreurs aussi dans ce film. Moi, j'aime beaucoup ce réalisateur. J'espère qu'il continuera. Et voilà, j'ai pas encore vu sa comédie. Je serais curieux de voir ce qu'il va faire dans le. Alors, c'est pas exceptionnel, hein, mais clairement dans le genre de comédie française, un peu grâce à, par exemple, ce que fait Philippe Lachaud, c'est très clairement le haut du panier. Mais je pense que c'est aussi en grosse partie grâce à Jonathan Cohen et Monsieur Ploup, surtout Jonathan Cohen qui est un acteur exceptionnel. Ok, d'accord. Bon, est-ce qu'on a fait le tour sur Colskin ? Oui, je pense. On refait une petite pause musicale. Voilà. Et ben on fait une petite pause musicale avec le titre Off the Floor du groupe Arcane Roots et on revient tout de suite après pour la carte blanche. When you have to shoot, don't talk. Nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission. Chaque mois, je demande à mes chroniqueurs de parler d'une œuvre, tous médias confondus, pour laquelle ils ont une affection toute particulière. C'est la carte blanche. Il est 18h42 et vous êtes toujours sur Pacific FM. Vous écoutez Pacific FM. When you have to shoot, don't talk. Alors, je vais commencer par Camille. C'est toi qui vas avoir la première carte blanche. La lourde tâche de commencer. Oui, la lourde tâche de commencer. Alors, en plus, tu m'as préparé une petite musique que je vais mettre en même temps. Alors, attends, tu peux commencer, je vais la lancer. Ok. Donc, pendant que Guillaume s'occupe de la musique, je vais vous présenter un peu. Il s'agit donc du premier livre de Quentin Boëton, alias Alt 236. Vous avez peut-être déjà vu ses vidéos sur YouTube où il se plaît beaucoup à parler de différents artistes et d'œuvres qui vont traiter de psyché humaine, de choses bizarres, étranges, enfin un peu tout ce que j'aime en fait. Et donc là, ce livre qui parle du manga Berserk, qui donc va expliquer énormément de choses sur ce manga. Et avant de parler plus du livre, je vais parler un peu du manga. Ouais, vas-y. Le manga qui s'inscrit dans la tendance Dark Fantasy, qui est paru en 1989 et qui nous narre l'histoire de Guts, qui a eu une vie, on va dire, pas très facile. Déjà, pour commencer, il est né... quand il a été trouvé, les premières images, c'est lui qui est récupéré par une troupe de mercenaires. En fait, sa mère était pendue à un arbre, il est né de ses tripes. C'est de là qu'il tire son nom. J'ai vu les premières images, elles sont plutôt gore du... Oui, c'est un manga qui fait pas dans la dentelle. Il s'inscrit justement dans le seinen, donc qui est, on va dire, le niveau au-dessus du shonen. C'est le manga pour adultes. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà l'histoire de Guts, c'est qu'il va être récupéré enfant par une troupe de mercenaires. Sa mère adoptive va mourir, c'est son père qui va s'en occuper. Il va avoir une grande rancœur envers lui parce qu'il va le tenir pour responsable de la mort de sa compagne. Il va l'élever vraiment à la dure jusqu'à ce qu'il meure par l'épée de Guts, justement. Ouais. À la suite de ça, Guts va errer, il va s'engager dans d'autres troupes de mercenaires jusqu'à tomber dans la troupe du Faucon avec Griffiths. Griffiths qui est un être un peu irréel, un peu comme une entité déique, qui a une ambition sans limite, et son ambition justement c'est d'avoir son propre royaume. Et donc avec Griffiths il va monter les échelons de bataille en bataille, ils vont atteindre les plus hautes strates de la royauté. Ouais. Sauf qu'il va y avoir un élément déclencheur qui va faire tout basculer, qui va plonger le manga dans une horreur absolue que je ne saurais même pas vous décrire tellement ça peut aller loin. Et on va par la suite accompagner Guts dans sa quête vengeresse envers son némésis Griffiths. D'accord, donc ça c'est pour le manga, mais toi ce dont tu veux nous parler c'est du bouquin qui parle tout à fait. Du manga. Donc ce bouquin de Alt 236, lui va nous parler
pas du manga, il va pas nous raconter l'histoire du manga, ça il suffit de le dire. Par contre, il va nous expliquer tout ce qui est influence, tout ce qui a pu influencer son auteur, Kentaro Miura. Vraiment dans les moindres détails, il est très 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 pointilleux, il est du genre à prendre une vieille photo qu'on a trouvée dans une interview, on voit une bibliothèque derrière l'auteur et lui il va avec sa petite loupe regarder tous les bouquins qui sont sur cette étagère pour repérer toutes les influences qu'a pu avoir le mangaka. Donc il y a vraiment une exégèse de l'œuvre qui est poussée, quoi. Voilà, et il faut savoir que c'est vraiment un manga qui a énormément d'influence, l'auteur se nourrit de beaucoup de choses, il a une culture très 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 large. Rien que, par exemple, le manga, il va se baser sur une histoire médiévale fantastique. Quand il est sorti à la fin des années 80, c'est quelque chose qui va être très très rare à l'époque. C'est vraiment un pari osé ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une très grande culture, qui va oser faire des choses, qui va oser montrer certaines choses. Juste aussi pour la petite anecdote, une de ses inspirations, il va avoir par exemple Ken le Survivant, qui est aussi un manga qui fait pas forcément dans la dentelle. Et donc voilà, on a Alt 236 qui va expliquer énormément de choses sur le manga, qui va parler Alt des 236 influences. qui était la musique qu'on voilà, tout à fait. En arrière-plan. Oui, parce que c'est un monsieur qui fait beaucoup de choses, c'est lui qui compose les musiques de ses vidéos. Donc c'est pour ça que j'avais proposé de le mettre. Et justement, juste pour un petit rappel, le héros Guts, l'influence de l'auteur pour le personnage au niveau physique, au niveau de l'apparence, ça va être Roger Hauer, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Qui est décédé là le 19 juillet. Voilà. Rappelons-le. Et parmi les autres influences, comme ça, je vais pouvoir passer la main à Florian. On va faire une magnifique transition. Et oui, tout à fait, parce que le personnage de Griffiths, qui est donc un peu entre guillemets l'entité maléfique, mais c'est pas aussi simple que ça, est fortement inspiré au niveau de son apparence, de son casque, surtout de Phantom of the Paradise. De Brian De Palma. Oh, bravo. On s'accorde parfaitement. Alors pour information, c'était mon coup de cœur du mois dernier, mais notre animateur totalitaire est totalement passé outre. Totalitaire maintenant, et carrément, je suis décrit en Staline. C'est ce qu'on se dit en off dans ton dos. Exactement. Mais effectivement, donc mon coup de cœur, c'est drôle de parler de coup de cœur alors que ce film a quasiment 30 ans. Phantom of the Paradise, c'est un film de Brian De Palma, donc sorti au milieu des années 74 effectivement. Qui est tellement riche. C'est l'histoire, donc c'est une histoire très inspirée effectivement du fantôme de l'opéra, sauf qu'à la place d'avoir une présence horrifique de ce qu'était donc le fantôme de l'opéra, il va le remplacer donc par un compositeur qui s'appelle Winslow Leach, qui au tout début du film est un simple chanteur un peu inconnu avec des textes très inspirés qui prépare une cantate jusqu'au jour où en passant une audition il va rencontrer Swan, producteur qui de son côté donc a vendu son âme au diable, donc mythe faustien qui s'abat autour du film pendant ces quelques 2 heures. C'est l'autre grosse influence du film. Voilà, donc on est vraiment entre le fantôme de l'opéra et Faust. Un peu de Dorian Gray aussi. Oui, Dorian Gray effectivement également. Mais surtout, ce qu'il y a de magique dans ce film, si ce n'est la BO qui a tombé par terre. Oui, qui est tombé par terre. C'est composé d'ailleurs par le compositeur qui joue dans le film. Du coup, oui, qui joue Swan. Ouais. C'est effectivement cette BO, c'est-à-dire que ce film, tout en étant donc un rappel de Faust, un rappel du fantôme de l'opéra, va tracer toute l'évolution du rock'n'roll. On va commencer par le Madison, on va filer vers le glam, on va vers la fin, on va vraiment être sur du glam un peu plus hard rock, avec notamment rockabilly aussi. Hein. Oui, rockabilly tout au début avec le Madison, mais surtout, d'ailleurs c'est intéressant de le dire, mais les Juicy Fruits, donc qui sont un groupe qui va parsemer tout le film et évoluer en même temps que le rock, ils vont mourir plusieurs fois. Ouais. D'ailleurs, il me semble que c'est les mêmes acteurs à chaque fois qu'ils jouent, non ? Oui, c'est exactement les mêmes acteurs. Et dans leur déguisement final, vont inspirer un petit groupe de rock qui s'appelle Kiss, qui va naître 2-3 années plus tard. Mais oui, si vous pouvez le voir, c'est disponible dans tous les bons magasins. Le Blu-ray, d'ailleurs Carlotta a sorti il y a l'année dernière une édition exceptionnelle sur le film. Il faut absolument voir ce film pour tout un tas de choses, notamment Jessica Harper, qui est le premier rôle féminin qui joue Phoenix. Jessica Harper, qu'on a pu retrouver également dans Suspiria, qui est un peu à la même époque. Pour le coup, c'était, pour ma part, c'est mon actrice préférée des années 70. Ouais. Mais effectivement, voilà, Phantom of the Paradise,
film préféré de votre interlocuteur à l'instant T. Ah, t'es pas le seul. Ouais, c'est un des, de moi de la période, c'est vraiment un des films que je préfère, clairement. Ah, ce film est totalement magique. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir que Lucas a piqué l'idée du microphone qui crépite pour Dark Vador à l'époque, parce que il y avait un côté un petit peu incestueux à l'époque. Tous ces réalisateurs-là se connaissaient, allaient sur les plateaux l'un de l'autre, etc. Et voilà, donc il y a eu. C'est pour ça qu'il y a eu cette émulsion à un moment donné dans les années 70. Et on parlait tout à l'heure du Nouvel Hollywood, justement, c'est un des meilleurs films du Nouvel Hollywood, très à part, surtout au sein de ce que faisait Scorsese à l'époque, ou même Brian De Palma, qui a aussi fait nombre de films mafieux. Mais là, voilà, c'est vraiment... Coppola aussi. Coppola, voilà, oui. Et c'est tout ça dans le même sac, voilà, mais c'est... j'avoue, à chaque fois que je parle de Palma avec mes potes ou avec vous d'ailleurs, mais c'est vrai que Phantom of Paradise, c'est vraiment pour moi je dirais pas qu'il a pas fait mieux, mais c'est un film tellement mutant, tellement hybride, tellement fou en fait, et qui est vraiment très ancré dans son époque, avec cette culture musicale qui est juste super riche. Je pense qu'il représente un peu la quintessence du style de Palma, parce que plus tard il est tombé dans la caricature. Là, on est vraiment, que ce soit sur ses split screens, sur ses plans séquences, sur quelque chose de vraiment très bon. Et puis ses références très coloré, un cinéma très coloré. Que ce soit Hitchcock, et puis surtout Orson Welles, il y a toute la scène avec la bombe dans la voiture. Il reprend aussi un peu un petit peu les tics les gimmicks du Giallo aussi. Enfin, c'est dans l'exploitation de certains codes couleurs, etc. Mais il fait surtout une superbe référence à Hitchcock avec la scène de la baignoire. Avec la scène complètement et les douches WC. Où au lieu de s'amener avec un couteau, le meurtrier vient avec une ventouse parce qu'il veut pas, il en a marre d'écouter la personne chanter. Ok, bon, et ben moi avant de passer à ma carte blanche, déjà je vais montrer à la caméra le bouquin dont Camille parlait tout à l'heure. Voilà, je pense que j'ai oublié de dire le titre, ça s'appelle À l'encre des ténèbres. À l'encre des ténèbres, Berserk à l'encre des ténèbres. Voilà, je le montre à la caméra. Je vous conseille vivement. De toute façon, je pense je mettrai tous les liens sur internet, etc., sur Facebook, vous pourrez retrouver ça très facilement. Quant à moi, ma carte blanche, c'est un film qui est en ce moment au ciné, c'est Les Enfants de la Mer de Hayao Watanabe. Je sais pas que dire de plus parce que c'est vraiment un film qui est indescriptible. Avec Midsommar tout à l'heure on parlait d'expérience sensorielle, là on est vraiment clairement là-dedans. Donc film d'animation. Par contre, je préviens, c'est pas un film facile. Allez pas voir ça avec vos enfants, par exemple, ils risquent de se faire énormément chier. Non, mais c'est un film. Moi, c'est un film que j'ai trouvé magnifique. C'est un film qui donne pas ses clés facilement. Il demande une attention de tous les instants, sur tous les plans, et même limite. Pourtant, j'aime pas trop d'habitude ce genre de films qui sont très obscurs mais il y a des scènes où en fait ils donnent des clés et si on les loupe, je pense qu'on loupe une grosse partie du projet. D'ailleurs, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin du générique parce qu'il y a la dernière pièce du puzzle pour le film, donc surtout n'hésitez pas. Il y a plein de gens qui sont partis, je pense, parce qu'ils étaient complètement paumés assommés et qui sont partis en se disant bon, c'est bon, on en a marre, et qui ont loupé cette dernière pièce du puzzle. Est-ce que c'est un genre de Paprika? On pourrait être un peu dans l'expérience un peu sensorielle et un peu barjot. Alors c'est moins univers parallèle, on va dire, mental que Paprika, qui est réalisé par Satoshi Kon, on le rappelle, qui a été réalisé parce que Satoshi Kon est décédé, malheureusement il y a quelques années, je sais plus. Cancer du cerveau, il y a une dizaine d'années. Voilà, c'était un des plus grands animateurs japonais qu'on avait, voilà. Donc je sais pas quoi dire de plus. Je trouve que voilà, c'était un film incroyable. Je pense que je retournerai le voir pour essayer d'aller capter les derniers trucs qui m'ont échappé pendant le film. Bon voilà, est-ce qu'on a fait le tour pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Oui, on a fait le tour. J'ai juste envie peut-être de dédier l'émission à Bliss qui n'est pas là. Petit ange parti trop tôt. Ouais. Voilà. Bliss, on pense à toi. Et Alexis aussi, on aurait dû l'avoir. On aurait dû l'avoir pour la news Marvel. Je pense qu'il aurait été plus efficace que nous, parce que visiblement ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. J'aurais tellement voulu connaître l'avis de Bliss sur Midsommar. Bah écoute, on lui demandera la prochaine fois. On lui demandera la prochaine fois. Je vais en profiter pour dire à nos auditeurs qu'ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur SoundCloud. Et qu'en plus maintenant on découpe l'émission, donc vous pouvez suivre juste partie par partie.
Et pour finir, je vais faire une petite surprise, puisque la dernière fois, comme avec Florian, à qui j'ai coupé la carte blanche, à Camille, je lui ai sucré sa compile Gabe, et donc je me rattrape aujourd'hui. Donc Camille, c'est pour toi, c'est cadeau. Quelle chance. Te mets la compile Gabe qu'on n'avait pas la dernière fois, avec le fameux Queen et Bohemian Rhapsody refait par Gabe. C'est de l'or en barre. Voilà, je vous laisse avec ça. Et ensuite, pour finir, avant de s'en aller, je mettrai la chanson de HAL 236, mais là, pour que tout le monde puisse l'entendre. Voilà, allez, on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon samedi, et nous on vous laisse. C'était Talk Don't Shoot, et à la prochaine. À la prochaine. Born.